Libre expression, idéal d'émancipation, baromètre d'évolution. Libre expression, du choc des idées, jaillit la lumière. Libre expression, nous cultivons le journalisme. Chers téléspectateurs, bonsoir. Libre expression de ce soir sera consacrée à l'instrumentalisation de la justice. Est-ce un épanage des pays africains ou de tous les pays du monde? Libre expression avec Asie Dominique de Marseille. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Libre Expression. Ce soir, nous sommes ensemble avec Asie Dominique de Marseille. Avec lui, nous discutons sur un thème. L'instrumentalisation de la justice. Est-ce un apanage des pays africains ou de tous les pays du monde? Asie Dominique de Marseille, bonsoir. Bonsoir, Pristoni. Asie Dominique de Marseille, nous parlons ici de la présidentielle française. Quelle analyse faites-vous de cette présidentielle? Bon, c'est une présidentielle qui déjà est particulière, déjà pour ceux qui sont au pouvoir. La gauche avec Hollande est restée au pouvoir et pour une des rares fois, le président n'a pas voulu rempiler. Hollande dit non. Il a tiré les conclusions de son mandat et qu'il croit mi-figue, mi-raisin, pour ne pas dire totalement négatif, parce que un mandat n'est pas totalement négatif. Et il s'est retiré. Et quand il y a eu des primaires, les ténors qu'on attendait, finalement, ont été balayés par un candidat, un peu comme on dit, sorti du néant, mais c'était un ministre des Finances et qui a fait son chemin. L'autre exception, c'est que c'est une présidentielle qui arrive au moment où l'extrémisme monte à fond. Vous voyez, Donald Trump gagne une élection aux États-Unis, on sait quelle est sa philosophie. Le Brexit arrive avec la Grande-Bretagne qui sort de l'Union européenne. Oui. Et ça donne le vent à Le Pen. Le populisme. Donc, voilà, le populisme. Et le Front National trouve là le vent en poupe, ici bien que jusqu'à aujourd'hui, les sondages prédisent qu'en tête, c'est toujours Le Pen. Donc, c'est dans cette montée du populisme, cette montée du nationalisme patenté, exacerbé, que cette élection se déroulait. Et un peu comme les poids lourds historiques ne sont plus sur la place. On n'a pas un Juppé, on n'a pas un Sarkozy qui a été balayé. Donc, vraiment, c'est des jeunes qui arrivent. Quand je dis jeunes, parce qu'ils n'ont pas, c'est pas des grandes figures qui ont beaucoup marqué l'histoire de la France. Et avec Le Pen, évidemment, qui est resté avec le Front National. Donc, c'est dans ce contexte qu'on a eu une élection qui est en train de surprendre. Même au moment où nous parlons, à presque moins d'un mois d'élection présidentielle, on se demande toujours qui va remporter cette élection. Donc, c'est une élection, en fait, difficile parce que la conjoncture est confuse, beaucoup confuse. Monsieur Asie Dominique de Marseille, oui, une élection confuse parce que nous savons que depuis un certain temps, cette élection est entachée de plusieurs scandales. Je parle là des scandales judiciaires. Nous avons l'histoire François Fillon, nous avons l'histoire Marine Le Pen. Aujourd'hui, avec le jeune Macron, nous proposons de suivre un extrait, puis on se retrouve juste après. Libre expression. C'était une première en France, la première fois que des candidats à l'élection présidentielle s'affrontaient à plusieurs au cours d'un débat. Après la polémique sur l'absence des 6 autres, les 5, crédités de davantage d'intentions de vote, ont joué le jeu. Ils étaient interrogés sur plusieurs thèmes, économie, laïcité, immigration, un peu d'international. Des 4 Macron, Fillon, Hamon et Mélenchon, et Le Pen, ce serait d'après les sondages Mélenchon ou Macron les grands vainqueurs, désignés les plus convaincants. Challenge révèle ce mercredi que la femme d'Emmanuel Macron serait habillée gratuitement par Louis Vuitton. Interrogé par le magazine sur ses vêtements prêtés gracieusement à Brigitte Macron, le service VIP de la marque affirme que l'épouse du candidat du mouvement En Marche a toujours retourné les habits. Les prêts sont notés dans un registre et systématiquement rendus, assure la marque de luxe. Louis Vuitton a pour habitude d'habiller quelques personnalités, le plus souvent des actrices, mais la marque semble vouloir profiter de la visibilité médiatique actuelle de Brigitte Macron. Le magazine révèle également que cette collaboration est née à l'été 2015, à la suite d'une entrevue avec Delphine Arnaud, directrice adjointe de Vuitton, qui avait prodigué quelques conseils vestimentaires à la femme d'Emmanuel Macron pour ses apparitions publiques. L'affaire Macron. Vous dites déjà affaire Macron. Je ne sais pas si on peut parler d'une affaire Macron. Moi, je dirais plutôt l'affaire Business France. Alors, je vais simplement rappeler ce qui se passe. Le parquet national financier attend plus d'informations avant d'envisager des poursuites éventuelles sur des soupçons de favoritisme autour d'un déplacement à Las Vegas d'Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie. C'est le cadre enchaîné qui nous a raconté cette histoire. L'Inspection générale des finances soupçonne en fait un délit de favoritisme concernant l'organisation d'une soirée à Las Vegas, Emmanuel Macron, avec des entrepreneurs français. Le coût de cette soirée, quelques 380 000 €. Soirée organisée par Havas, mais sans appel d'offres. Oui. D'où ces soupçons de favoritisme. L'affaire des emplois fictifs du FN au Parlement européen s'est brutalement accélérée.
La chef de cabinet de la présidente du parti, Catherine Griset, a été mise en examen. L'autre proche de Marine Le Pen à être placé en garde à vue, Thierry Légier, est lui ressorti sans être présenté au magistrat instructeur. Catherine Griset est accusée de recel d'abus de confiance. Elle aurait bénéficié d'un poste fictif d'assistante parlementaire au Parlement européen alors qu'elle travaillait en réalité pour le parti. Une mauvaise surprise pour la candidate Le Pen. Les Français savent exactement faire la différence entre des vraies affaires et des cabales politiques. Voilà, ils le savent pertinemment. Et les Français, eux, ils savent. Malgré tout ce que vous essayez, ils savent très bien faire la différence. Marine Le Pen n'est pour l'instant pas inquiétée directement, mais il n'est pas à exclure que la procédure finisse par la toucher. En tout, le Parlement européen réclame à la députée européenne 339 000 €. Son avocat a déjà fait savoir qu'il déposait un recours contre ce remboursement. C'est une interview qui contredit la défense du couple Fillon. Elle date d'il y a 10 ans, le 18 mai 2007, le lendemain de l'entrée de Pénélope et François Fillon à Matignon. À ce moment-là, la discrète épouse du Premier ministre, toujours au second plan, était rémunérée comme assistante parlementaire depuis des années déjà, selon le Canard enchaîné. Pourtant, dans une interview vidéo donnée à la presse britannique et retrouvée par envoyé spécial, elle livre une toute autre histoire. En fait, je n'ai jamais été son assistante ou quoi que ce soit de ce genre-là. Je ne m'occupe pas de sa communication. Selon ses déclarations, Pénélope Fillon n'avait pas de rôle officiel. Pourtant, les enquêteurs ont retrouvé à l'Assemblée des contrats de travail. Celui-ci date de 1998, conclu entre elle et son employeur et mari, le député François Fillon. Elle y est embauchée pour l'assister, à raison de 169 heures par mois. Où exerce-t-elle ses fonctions? Le contrat mentionne 2 adresses, Sablé-sur-Sarthe, la ville du député maire, et une autre, au Mans. Cette adresse, à l'époque, c'est la permanence RPR du Mans, devenue aujourd'hui une boutique. À la nouvelle permanence Les Républicains, où nous nous sommes rendus en caméra discrète, les employés ne sont pas très loquaces. François Fillon répond à cette histoire de costume offert par un ami pour un montant d'au moins 13 000 €. Qu'est-ce qui explique qu'il y ait des centaines, je sais pas, des dizaines en tout cas de journalistes qui fouillent dans les poubelles pour s'occuper de mes costumes, demain de mes chemises et pourquoi pas de mes caleçons. Qu'on puisse dépenser en 2-3 ans, je crois, 50 000 € rien qu'en costume, c'est quand même une déconnexion totale de la réalité du monde dans lequel vivent nos compatriotes. C'est même pas la somme qui leur paraît invraisemblable pour un costard, hein. C'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi on ne trouve pas ça normal et pourquoi plein de gens trouvent ça suspect. Libre expression. Monsieur Adjus de Marseille, après avoir suivi cet extrait, alors que diriez-vous de tous ces scandales qui se passent sur le plan judiciaire en France pour cette présidentielle? Bon, Prestoni, mes collègues journalistes dans ces extraits qu'on a regardés, c'est terrible, c'est terrible. Jamais je n'ai vu une présidentielle en France mise en lambeaux comme cette présidentielle mise en lambeaux. La première remarque, c'est que nous avons l'impression qu'il y a une chronique judiciaire mélangée à un harcèlement médiatique. Les deux ont préparé un véritable cocktail Molotov qui fait sauter cette présidentielle. Et les candidats, par les scandales judiciaires, sont presque tout petits. Le Pen, avec ses sondages, encore son histoire. Elle a dit: moi, je vais répondre devant le magistrat à la fin, pas maintenant. Elle a même fixé son cap. Elle dit: je sais que la loi, c'est là que je viendrai à faire. Et Macron, qui, cet économiste sérieux, on dit: ben, vous avez présenté une autre face Macron, que vous cachez, la presse a découvert. L'homme propre, en fait. La presse a découvert autre chose. La femme de Macron sera habillée par Louis Vuitton gratuitement, et c'est suspect. Alors, Fillon, ce n'est pas la peine. Selon par qui le grand scandale est arrivé. Le pénologue guette cette fameuse affaire. Et ça, c'est malheureux que la France finit par un peu oublier l'essentiel qui se trouve dans les programmes pour concentrer l'attention des Français sur les scandales judiciaires. Ne pensez-vous pas que c'est une simple coïncidence? Parce que la justice fait son travail, l'élection présidentielle, elle est là, mais la justice est en train de faire son travail. Je peux dire non. Non, pourquoi? Parce que ces scandales ne sont pas d'actualité. Pourquoi je dis d'actualité? Marine Le Pen a posé ses actes contre les députés européens là-bas depuis, avant que la présidentielle n'arrive. Macron était ministre à l'époque. Et Fillon, c'est quand il était député ou sénateur.
Voyez-vous, il est passé Premier ministre, il est passé par des étapes, on n'avait jamais révélé cela. Voilà que la présidentielle arrive, mais les magistrats sont libres, hein. Ils sont partis gratter, chacun d'eux a un problème. Le plus malheureux de tous ces Fillon, qui vraiment a gagné des primaires un score élogieux, plus de 60%, balayant au passage ses adversaires comme Sarkozy, un ancien chef d'État, balayant au passage Juppé qui est un favori, et il sort comme ça avec ce score. Ce qui fait que aujourd'hui, la justice et la presse l'ont tellement laminé. Donc vous pensez que ces antécédents judiciaires viennent pour essayer d'atténuer, sinon que de diminuer M. Fillon? Je dis oui. Je dis oui, je fais l'analyse du journaliste, je dis oui. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, le pouvoir est dans les mains de la gauche. La gauche a nommé des magistrats. Mais ces magistrats sont en train de régler les comptes aux candidats de la droite. Parce que pour eux, peut-être que les candidats de la gauche vont gagner, mais il faut sortir. Fillon qui a fait un score honorable au primaire, il peut évidemment l'emporter. Et la justice, et qui est aux mains de la gauche aujourd'hui, est en train d'instrumentaliser Fillon, de telle sorte que Fillon puisse perdre, et tout en réglant le compte à Marine. Asie Dominique de Marseille doute de l'indépendance de la justice française. Je doute fortement. Alors, quelle preuve apportez-vous pour dire que la justice française n'est-elle pas indépendante? D'abord, je doute en qualité de journaliste. La première appréciation subjective, et je vais aller à l'appréciation objective. Deux appréciations. Première preuve, elle est subjective. Subjective parce que j'analyse les faits en tenant compte des juges qui s'attaquent à la droite, à Fillon. Vous, ce qui vous inquiète, c'est la périodicité où se passent ces faits, où sont révélés ces faits, ou justement vous pensez que la justice française est réellement instrumentalisée pour essayer de tirer vers le bas M. Fillon? Parce que je dis, les faits reprochés à Mme Fillon ne datent pas d'aujourd'hui. Ne datent même pas de ce que Fillon était Premier ministre. Datent depuis quand il était à l'hémicycle. Mais d'où vient-il que maintenant, on ressasse ces faits-là, on les met sur la place publique? Mais parce que le monsieur veut briguer un mandat. Les Français veulent avoir imposé la République propre d'une probité morale indéniable. Du coup, on commence à suivre les candidats. Je me dis, le magistrat qui le savait aurait pu dépoussiérer ces éléments-là quand il était nommé Premier ministre. C'est une haute fonction aussi. Monsieur Azi, on essaie de rappeler les faits. Le magistrat qui s'est saisi de dossier, parce que justement, il y a eu un organe de presse qui fait de l'investigation, le Canard enchaîné, qui a révélé ces informations. Et c'est à partir de là que le parquet financier s'est saisi de l'affaire. Et on s'est saisi de l'affaire et le parquet cherche à réunir toutes les preuves nécessaires afin de vouloir comprendre si réellement tout ce qu'on reproche à M. Fillon est vrai ou faux. Alors vous pensez que c'est le contraire, c'est l'instrumentalisation parce que justement, on ne veut pas que lui passe président. Mais écoutez, les magistrats sont libres, ils ne travaillent pas sous la dictée de la presse. Non. Le monsieur vous dira que ce n'est pas la presse qui m'a donné le dossier, je suis en train de faire des enquêtes, mais l'instruction est confidentielle. Et que maintenant, voilà que la presse tombe dessus, la presse peut avoir l'information. Il peut vous dire que ce n'est pas la presse qui donne les éléments. Mais ceux qui ont donné ces éléments à la presse, qui ne vivent pas de la confidentialité de Fillon, mais c'est des gens qui ont voulu faire tomber Fillon, ça peut mettre son propre camp, on ne sait jamais. Hier, il a dit, c'était Hollande qui était en train de... qui veut sa chute, il l'a dit. Mais le fait, je ne vous ai pas du fait subjectif. Mais je parle également du fait objectif. Allez-y sur le fait objectif, c'est ce qui paraît le plus important. Mais l'histoire dans le passé a montré que la justice française n'est pas exempte d'une instrumentalisation. Elle n'est pas à l'abri d'une influence politique. Le fait simple que j'ai toujours pris pour exemple. Nous avons une affaire des disparus du Beach. Pour cette affaire, le directeur général de la police du Congo a été arrêté en France. Oui. Jean-François Ndengue. Oui. Il était détenteur d'un passeport diplomatique avec un ordre de mission. Ils l'ont mis à Paris, dûment signé par le chef de l'État. Le policier débarque chez lui, l'arrête, le magistrat l'écoute, le procès a été tenu rapidement et à 14 h, Ndengue est cloué à la prison de la Santé. Pendant que la procédure se déroulait, l'ambassadeur de France à l'époque, du Congo en France à l'époque, Henri Lopez, écrit officiellement au Quai d'Orsay pour dire « M. Ndengue, en sa qualité de directeur général de la police nationale et détenteur d'un passeport diplomatique de ordre de mission, il ne peut pas faire l'objet d'une arrestation immédiatement et d'une incarcération, protégé par son immunité. » Le Quai d'Orsay a fait fi, a dit « En France, la justice est indépendante, elle ne tient pas compte de vos remarques. » Mais c'est un ambassadeur qui connaît les textes en la matière. Ndengue va en prison. Terminé. Ndengue reste en prison, mais c'est le chef de l'État du Congo
qui a pensé qu'il a le devoir, en tant que président de la République, de veiller sur la vie de ses citoyens. Un citoyen congolais est incarcéré, mis en prison, il cherche de voies et moyens pour intervenir en prenant soin de respecter le droit. Ils sont autour de ses conseils juridiques qui lui dit, Monsieur le Président, Ndengue de notre un passeport diplomatique, ce que la France a fait, c'est une provocation. Ce n'est pas qu'ils ignorent la loi, c'est une provocation. Monsieur Aziz. Et comme c'est une provocation, je vais te comme si pour vous poser votre question, vous devez prendre vos responsabilités. Le président a su ce qu'il a fait. Et la France, et c'est là où l'exemple d'indépendance disparaît fatalement, la France reconvoque un procès la nuit, retient un procès la nuit, à minuit. Cette femme ou ce monsieur qui dormait avec sa femme dans le lit a été réveillé pour aller ouvrir le palais de justice et tenir le procès. Ndengue a exigé que le directeur de la santé, la présidente de la santé, soit là pour le sortir. Donc, les officiers français, des officiels français, qui connaissent ce que le droit ont été réveillés entre le procès la nuit, ont libéré Ndengue. Dans un pays où la justice n'est pas aux ordres du pouvoir, on aurait pu dire, Monsieur le Président de la République du Congo, vous avez appelé le Président de la République de la France, l'indépendance est telle que nous n'allons pas céder à votre pression. Ndengue dort en prison, c'est fini. Ils ont libéré Ndengue nuitamment et Ndengue a pris l'avion nuitamment et est revenu au Congo. Monsieur et Aziz, même au temps du monde, on n'aurait pas fait comme ça. La France est descendue plus bas et plus bas que terre, montrant que la justice en France est aussi instrumentalisée. C'est pas seulement la Monsieur Aziz, je voulais rappeler une chose. Vous êtes en train de parler que Monsieur Ndengue était détenteur d'un passeport diplomatique. Oui. Alors, nous savons quand on est détenteur d'un passeport diplomatique, vous bénéficiez d'une certaine immunité. Oui. Dès lors que la procédure est viciée, oui. et je pense que le droit a prévu tous ces mécanismes. Oui. Quand la procédure est viciée, on peut la recorriger afin qu'on puisse on puisse bien dire le droit. Absolument. Moi, je pense qu'en ce qui concerne la situation de M. Ndengue, c'est ce qui fut fait. Oui. On a simplement recorrigé la procédure qui avait été viciée. Exactement. Alors, quand elle est déclarée nulle, justement, on répond la procédure à zéro. Oui. Donc, moi, je pense que ce n'est pas parce que la justice n'est pas indépendante dans ces circonstances, mais simplement parce qu'il y avait un vice de procédure, on a recorrigé cette erreur. L'avocat qui a introduit ce que vous appelez vice de procédure, pourquoi on reprenne, c'est qui? Le problème n'est pas à ce niveau. On peut recorriger, ils ont reconnu qu'il fallait recorriger. Mais c'est que le déclenchement de cette correction, recorrection par d'où? Le déclenche pas de Brazzaville. Le manque d'indépendance, c'est qu'ils l'ont fait après. Et les médias l'ont dit, ce que je vous dis là, les médias l'ont écrit, ils ont dit, malheureusement, on ressort Ndengue après le coup de fil du Quai d'Orsay, le coup de fil de l'Élysée. Mais le coup de fil de l'Élysée part d'abord d'un coup de fil d'un Pila. C'est là où on montre que ils ont fait... Pourquoi ce qu'on a dit au président, c'est la provocation. Le magistrat français a su que je fais la provocation. Je mets Ndengue en prison parce qu'un petit pays africain ne peut pas tenir devant un grand pays comme la France. Il a essayé un peu de biaiser la loi en mettant qu'on appelle ça, son autorité en jeu. On pense qu'il est tout fort. Ce que le président Sassou appelle le petit juge de mots. Rappelez-vous le nom du président. Il a toujours dit le petit juge de mots. Pourquoi il l'appelle petit? C'est pas que Sassou n'a pas de respect pour les magistrats. Parce que quand un magistrat triche avec le droit, il éclaive sa propre crédibilité, son honorabilité, sa personnalité. C'est ce qui fut corrigé, M. Et voilà pourquoi on dit, mais je suis d'accord. Ils ont corrigé, mais ils ont commis une bavure. Consciemment, ils ont consciemment commis une bavure. J'insiste, consciemment. Il a fallu que quelqu'un redressât cette justice, et c'est un civil qui s'appelle Sassou, qui n'est pas un magistrat. Ils ont donc mis la forme pour que cette faute consciente soit reconscientisé consciemment. Donc, Monsieur Aziz, ce soir, vous affirmez que la justice est instrumentalisée en France, bien qu'au Congo. Je vais le démontrer encore une fois, mon frère. L'Afrique a ses problèmes, l'Europe a ses problèmes. Et je m'en vais simple à vous le démontrer. Nous avons vécu un autre phénomène ici où les médias... Je suis journaliste, là je parle à la justice française. C'est exactement ce que les amis français ont fait sur la justice au Congo. Le cas est assez éloquent. Il est même d'actualité encore. Le magistrat congolais, un bon matin, arrête le général Mokoko, l'amène en prison. Sincèrement, tous les médias français ont crié. C'est parce que Mokoko est candidat qu'on veut l'instrumentaliser. Mokoko est candidat, qu'on veut empêcher Mokoko de gagner. Mokoko, s'il va, il va battre à plat de couture tous les autres candidats. Voilà comment les magistrats sont prêts à le mettre en prison, sont prêts à réveiller les dossiers d'il y a longtemps, même s'il n'y avait pas prescription. D'il y a longtemps, la vidéo date de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans. Pourquoi on la réveille? Et tout le monde a dit, ah, la presse française a raison. Voilà comment elle taxe, comment le Congo fait.
et on pense que le magistrat congolais a tort. Et voilà que aujourd'hui, vous la êtes, France... vous êtes en train de faire le parallélisme de ce qui s'est passé au Congo avec la France aujourd'hui. Voilà. Et voilà qu'aujourd'hui, la France a une élection. On va réveiller le salaire de Mme Fillon, qu'il avait touché quand il était encore à l'hémicycle. Et depuis 2002. Mais imaginez, nous sommes en 2017 quand même, 15 ans après. On parle des 45 000 € d'indemnité, qui est une question à poser. Oui. Ce qu'on appelle le Penelope Gate. 45 000 €. 2002, 15 ans après. Mais vous imaginez, et la presse en parle, et là, les magistrats ont sorti les dossiers pour dire que si au Congo, la justice est instrumentalisée, je suis en train de me moquer, voilà que la France est en train aussi d'instrumentaliser. Moi, je reviens sur ma question, M. Aziz. Oui. Affirmez-vous ce soir que la justice est instrumentalisée, que ce soit en Europe comme en Afrique? Je me dis la lecture qu'on se fait. Moi, j'ai toujours pensé que la justice n'est pas instrumentalisée parce que le magistrat a cette liberté. Pourquoi je prends ce discours? Je fais comme mes amis journalistes. Prenons leur langage. Vous êtes instrumentalisé au Congo, en Afrique. On ne dit pas la vraie justice. Je dis, voilà, à quelque chose de malheur est bon. Voilà que vous avez là une justice en France qui est en train d'être correctement instrumentalisée. Dès qu'on devant l'élection, ça me donne qu'on sort. Mais Mme Penelope, ça fait 15 ans qu'elle a quitté la fonction, qu'elle a assumé les fonctions, qu'elle a touché cet argent, 45 000 €. 17, 15 ans après, vous réveillez cela. Monsieur le Président, si vous avez mis au monde un enfant, il a 15 ans, il sera en quelle classe? C'est maintenant qu'on poursuit, Fillon pour ces faits-là. Donc ça veut dire quoi? Que la gauche, qui nomme les magistrats, est en train de vouloir empêcher la droite d'accéder au pouvoir. Là aussi, la justice est instrumentalisée par l'opinion de la gauche. Monsieur Aziz, pensez-vous pas que c'est juste une simple coïncidence? Je reviens sur cette question parce qu'elle est très intéressante. N'est-ce pas une simple coïncidence que ces faits soient révélés au moment de la présidentielle? Vous pensez que délibérément, il y a une intention de nuire à M. Fillon afin qu'il ne passe pas président de la France? Il y a deux hypothèses. Prenons l'hypothèse de la coïncidence. Cette coïncidence n'empêche pas aux journalistes d'avoir une lecture subjective. C'est une coïncidence, mais une coïncidence qui nous donne, nous journalistes, avec la liberté d'expression, libre commentaire de dire la coïncidence qui se trouve au moment, qui s'effectue par la présidentielle en France, montre que la magistrat, la juge là-bas est instrumentalisée. Cette coïncidence inspire l'instrumentalisation. Mais que diriez-vous? Ça, c'est la coïncidence. Que diriez-vous de la... Permettez, M. Aziz, oui. Que diriez-vous de la situation de M. Bruno Leroux, ministre de l'Intérieur, qui vient de démissionner? C'est la même période. Oui, mais est-ce que là encore, il y a un intérêt? Il est mis en examen pour la probité morale de l'autorité en France. Quand vous êtes mis en examen, vous me démissionnez. Il n'y a que Fillon qui dit « je ne démissionne pas ». Les ministres français, ce n'est pas les ministres africains. Quand ils ont un scandale, ils démissionnent. Chez nous, les ministres ne démissionnent pas, presque pas, ou ne démissionnent pas. Il pense qu'il est mis en examen pour un scandale. C'est la même chose, les scandales. Oui. Il quitte le pouvoir. Il va d'abord répondre. Mais parce que je me dis que si réellement ce qui se passe avec M. Fillon, c'est juste l'intention de nuire. On ne devait pas arriver à M. Bruno Leroux, qui est de la gauche d'ailleurs. Mais Bruno Leroux démissionne. La justice ne fait pas pression de démissionner. Non, la justice ne fait pas pression de démissionner. C'est une honnêteté. C'est pour son image qu'il démissionne. Mais la démission n'est pas un acte de justice. Non, je ne dis pas non plus que la démission est un acte de justice, mais simplement pour dire que s'il démissionne, parce que justement, il y a des antécédents judiciaires contre lui. Oui, mais on n'a pas dit qu'il y a des magistrats de droite, de gauche. Regardez le cas quand on parle de Macron. Mais Macron, c'est la gauche. Mais il y a des problèmes sur lui. C'est la gauche. Les magistrats se donnent des coudes. Ceux de la droite se sont dit, mais la gauche est en train de nous taper sur Fillon. Mais il ne faut pas que nous croisions les bras. Toute la machine n'est pas gagnée par la gauche. Quelques magistrats de la droite commencent aussi à taper sur les candidats de la droite. Ainsi, les candidats de la droite des autorités. Donc, on me dit, tu marques un but, j'ai gagné, tu marques un but. C'est un jeu de ping-pong. Malheureusement, la justice française est en train de nous livrer un jeu de ping-pong étonnant. Les magistrats de la droite sont en train de surveiller les candidats de la gauche. Les magistrats de la gauche sont en train de surveiller comme de lait au feu les candidats de la droite. Monsieur Aziz Dominique de Marseille, si vous avez été autorisé de porter la veste de magistrat, quelle analyse donnerez-vous? Aurez-vous des preuves nécessaires pour prouver que la justice ici française elle est instrumentalisée? Mais dites-moi, est-ce que le magistrat français subjectif ne peut pas attendre après l'élection pour tenter ses affaires? Il n'y a pas de président. Puis il a attendu depuis longtemps. Je vous dis, c'est 15 ans après que Mme Fillon quittait ses fonctions. Mais il pouvait aussi attendre après. Laissez d'abord passer l'élection présidentielle, et comme les magistrats indépendants. Mais la coïncidence dont vous faites allusion
ne m'empêche, moi, en tant que journaliste, de faire une lecture. Mais la coïncidence au Congo a permis aux médias français de faire une lecture. Ce qui me fait marrer sur ce plateau, c'est que ce qui arrive chez les autres est arrivé en France. Le Congo est en train d'instrumentaliser. La justice congolaise est instrumentalisée. D'où vient-il qu'on aille chercher tel dossier sur un tel? Je dis, ah, nous sommes mal barrés. Hein. Nous sortons les dossiers des candidats en pleine campagne. Le Congo est mal barré, ça joue sur les dossiers des candidats en pleine campagne. Donc quel est le reproche? Copie conforme, la justice française est mal barrée, la France est mal barrée, sort les dossiers des candidats en pleine campagne. Je vous comprends, M. Aziz, Dominique de Marseille. Oui. Quel est le reproche que vous faites à la justice française concrètement? Non, je suis en train de faire ce reproche d'être une justice instrumentalisée. C'est-à-dire la coïncidence. Le magistrat peut vous dire, mais si je suis indépendant, je dis, mais monsieur le magistrat, votre indépendance a trop de coïncidence. Ça ne m'empêche pas de dire que vous êtes en train de le faire pour que ce candidat ne passe pas. Ça ne peut pas dire que vous êtes instrumentalisé, monsieur ou madame. Il peut me dire, monsieur Aziz, si c'était un débat. Nous sommes indépendants, mais votre indépendance m'amène à une coïncidence. Le magistrat congolais indépendant, il y a une coïncidence. Votre presse a parlé d'une instrumentalisation de la justice. Moi, je suis journaliste congolais. Je suis également en train de parler d'instrumentalisation de la justice. Si je comprends bien, vous êtes en train de faire le parallélisme de ce qui s'est passé au Congo avec ce qui se passe actuellement en France. Oui, mais je dis alors, quel est le lien selon vous? Mais le lien, c'est quoi? C'est qu'il y a une élection. Pendant l'élection au Congo, le dossier Moukoko a été un dossier pris en charge par les médias occidentaux. Instrumentalisation de la justice, instrumentalisation de la justice. Très bien, je mets de côté. Je regarde en France, je dis bon, je vois les dossiers qui sortent d'il y a 15 ans, 12 ans, 13 ans. Ah, copie conforme, la France, instrumentalisation de la justice. On est en train d'instrumentaliser la justice. Dans la France aussi, la justice aussi instrumentalisée. Voilà les magistrats, le pouvoir à gauche, le pouvoir de Hollande est en train d'instrumentaliser la justice française pour embêter la droite. Ça, c'est votre analyse en tant que journaliste. Parce que vous savez que M. Aziz Dominique de Marseille, oui, comme nos téléspectateurs que nous suivent ce soir, oui, ils le savent aussi, oui, qu'en matière de droit, c'est la preuve matérielle qui atteste tout. Oui. Est-ce que vous, si vous avez été permis de chercher des preuves matérielles pour prouver ce que vous êtes en train de dire, vous aurez ces preuves? Très bien. Je vous ai dit, reprendre du berger à la bergère. Je pose la même question. Mes chers collègues du RFI, vous avez la preuve que le procureur du Congo, en revenant le dossier de Moukoko à la preuve, repense du berger à la bergère. C'est la presse du Congo qui reprend la presse de France. Ce débat est ça. Ce n'est pas un débat de magistrat. Mes chers collègues, vous avez pensé justement à la justice instrumentalisée. Je suis en train de vous montrer qu'en France, copie conforme, la justice aussi instrumentalisée. Mon collègue de RFI, mon collègue Juan Gomez, n'a pas la preuve que la justice congolaise instrumentalisée. Autant je n'ai pas la preuve que la justice française instrumentalisée. L'unique preuve que mon confrère RFI a, c'est que ces dossiers ont une coïncidence, soit au moment où Moukoko est candidat. Et moi, l'unique preuve, c'est que ces dossiers ont une coïncidence, soit au moment où Fignon est candidat. 15 ans après, chez Moukoko, c'est encore moins de 10 ans. 15 ans après, 2002. Alors, au Congo, voilà, qui avait ressuscité ce problème? Mais cette vidéo. Mais la justice est en droit d'enquêter. Si la police pense que parmi les candidats, il y a un qui peut mettre en mal la sécurité de l'État, ce n'est pas nous, journalistes. Nous sommes en train de vivre les faits. Un bon matin, on vous dit il y a perquisition chez Moukoko, on a trouvé des armes. Un bon matin, on vous dit il y a perquisition chez Okombi. Mais ce n'est pas nous qui posons. Monsieur, la presse écoute, la presse regarde, la presse relaie, la presse couvre les événements. Quand le procureur appelle, la presse va couvrir. Chaque fois qu'Okon Ngakala a appelé, la presse a couvert. Et c'est ça notre rôle. Ces événements sortent à nos yeux. Ce n'est pas Asie Télé Congo qui ont créé ces événements. Au Congo, Ngakala nous appelle, nous, télévision, on va couvrir. Ça se passe au moment où on parle d'élection présidentielle. Je dis avant, mais élection présidentielle. Et voilà que la presse française se met à tirer à boulet rouge sur le Congo. Et moi, aujourd'hui, je suis tout content pour dire ce que vous avez dit du Congo là. La même coïncidence, heureuse ou malheureuse, s'effectue en France. Donc, si le Congo instrumentalise sa justice, voilà que la France est aussi en train d'instrumentaliser la sienne. Alors qu'en France, M. Aziz, si revenons sur le cas de la France, si on essaie de rappeler les faits, c'est un organe de presse appelé le Canard enchaîné qui a révélé toutes ces informations et la justice s'est saisie de ce problème pour dire, M. Fillon, depuis un certain temps, vous avez dissimulé un certain nombre d'informations, vous devez être présent devant la justice. Oui, mais je peux vous dire, vous avez des preuves, mais le magistrat français n'a pas dit que moi j'ai suivi le Canard enchaîné. Le Canard enchaîné met les choses sur la... Mais qui vous dit que le Canard enchaîné n'a pas pris ça sur le magistrat? Vous ne savez pas qu'en France, les journalistes travaillent avec les magistrats ou avec les services de sécurité? Les services de sécurité, c'est le magistrat en train d'instruire le dossier. Il file le canon à la presse. Et la presse le met sur la place publique et on fait semblant de dire que le magistrat s'est servi de la presse. Non. Le magistrat ne s'est pas servi de la presse. Ils avaient le dossier donné par quelqu'un de la gauche pour embêter la droite.
donné par les adversaires de la droite à la justice, eh bien on a poursuivi M. Fillon. Et regardez le cas comme les habits de Mme Macron. Oui. Mais c'est des gens qui donnent ces éléments. Ces gens-là, ils peuvent être de bonne foi, ils peuvent instrumentaliser la justice. Si vous me dites oui, puisqu'ils ont eu ça comment? Et montrer leur indépendance, oui, mais ils peuvent dire, pour éviter qu'on nous taxe de justice impartiale, attendons après l'élection. C'est la coïncidence qui fait ma preuve. Excusez-moi, c'est ma coïncidence qui fait ma preuve subjective. C'est comique. C'est la coïncidence au Congo qui fait la preuve subjective de RFI. Reprends du berger à la berger. Je vous dis, je suis venu sur ce plateau pour dire ce que vous dites des autres, on peut le dire pour vous. Si le Congo a instrumentalisé sa justice parce qu'on a poursuivi certains candidats à l'élection, voilà que la France aussi est en train d'instrumentaliser la sienne parce qu'on est en train de poursuivre des candidats à l'élection. Donc, Monsieur ce qui se passe chez les gens peut se passer chez vous. Je reviens sur cette question que je vous ai posée, mais vous n'avez pas donné la réponse qui m'a satisfait. J'aimerais savoir. Donc, vous affirmez ce soir que ce soit au Congo comme en France, la justice est instrumentalisée. Mais, monsieur Prestoni, pourquoi voulez-vous que je vous donne les réponses pour vous satisfaire? Je ne vous donne pas les réponses pour vous satisfaire. Mais parce que je suis en train de comprendre votre raisonnement. Quand je vois à partir de votre raisonnement, vous êtes en train de dire ce que vous nous avez reproché, c'est ce que vous vivez aujourd'hui. Donc, si au Congo, la justice est instrumentalisée, en France, elle est également. C'est ce que vous affirmez. Je le dis, mais vous m'avez posé une question que je vous ai déjà répondu. Je dis, me saisissant de l'affirmation des autres, vous m'entendez parler, je me saisis de l'affirmation de mes collègues, Juan Gomez et autres. La justice au Congo est instrumentalisée. Affirmation de RFI. Pourquoi? Preuve. Pourquoi poursuivez-vous un candidat à l'élection présidentielle pendant l'élection? Donc, selon vous, tout. Et pour moi, oui, mais c'est la presse française qui le dit. Oui. Pour moi, ah bon, donc notre justice est instrumentalisée parce qu'il y a cette affaire-là qui est déclenchée pendant l'élection. Voilà que je suis assis, je suis parti à Paris, je suis revenu, je vois que la même chose s'effectue à Paris. Donc, quand tu me dis la preuve, mais je vous dis très bien, me saisissant de la remarque faite par la presse française sur mon pays, je refais la même remarque sur la France. Si vous me posez la même question, j'aurais bien aimé aujourd'hui, si vous donnez le mot de Juan Gomez pour lui dire, mon frère Juan Gomez, je viens d'avoir un débat avec votre collègue qui vous reproche ce que vous avez fait au Congo, il a même fait pour la France. Est-ce que vous avez eu des preuves que la justice congolaise est instrumentalisée? Monsieur Azi pense que reprendre du berger à la bergère, ce que vous avez dit pour le Congo, il est en train de dire pour la France. Du coup, ça veut dire quoi? La presse devrait éviter de faire une lecture biaisée d'une situation qu'elle ne maîtrise pas. La chose se passe au Congo, ils n'ont pas fait l'enquête, pour eux la presse est la justice est biaisée. Et moi je fais la même chose. Alors c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc bien vous emboîtez le même pas mais que la presse française. Mais je vous ai dit report du berger à la bergère, monsieur. Justement, je vous ai compris. Je vous ai compris. Donc si la presse française s'est trompée, vous aussi vous emboîtez le même pas en se trompant comme la presse française. Non, je ne me trompe pas. J'ai dit je fais espèce de leur envoyer la monnaie de leur pièce. Alors c'est une ironie, évidemment. Revenons sur cette présidentielle française. Oui. Pensez-vous qu'au-delà de tous ces antécédents judiciaires, M. Fillon pourra créer la surprise? Je vous dis une chose, M. Fillon pourrait même être élu parce que, à force de l'harceler, les gens commencent à comprendre, ah non, finalement ce monsieur-là, il est bon. Pourquoi, M. Prestoni? Un monsieur qui vous donne un programme de société qui semble être le meilleur de tous les programmes, il a battu ses adversaires au-delà de 65%. C'est que son programme est alléchant. Voilà que les autres, conscients de ça, lui ont sorti ces affaires-là. Mais les Français sont en train d'oublier que leur pays a des problèmes. 1, chômage. 2, insécurité avec la montée en puissance de l'islamisme. Donc ces questions-là sont capitales. Chômage, insécurité, toutes ces questions capitales. Fillon a mené des réponses dans son programme. On laisse ça de côté, on s'occupe de l'argent Mme Fillon encaissé depuis 15 ans. Les Français courent le risque d'oublier les grands problèmes de la France pour s'occuper des niaiseries de la presse et de la justice. Est-ce que ce comportement est tolérable? De la justice. Et attention, le danger c'est qu'on est en train de servir une élection présidentielle en France qui commence à ennuyer les gens. Au lieu que les gens se mettent à débattre de leur programme pour sortir la France de ses difficultés, non, on est en train de mettre à reçu les problèmes qui ne peut pas régler. Est-ce que si aujourd'hui Fillon, Madame Fillon, avoue ou ne pas avouer, est tort ou ne pas avoir tort, est-ce que ça règle le problème de l'extrémisme en France? Non. Le problème de l'insécurité? Non. Ça règle le problème du chômage? Non. Les grands débats sont mis de côté parce que la presse a même exagéré. Si vous regardez l'image que la presse française et que les réseaux sociaux, l'image qu'ils ont taillée de Fillon, c'est malheureux. Et si nous regardons, c'est malheureux. Donc, tous ces organes, comme vous venez de le dire, tous ces organes sont également instrumentalisés par le pouvoir en place, juste pour ternir l'image de M. Fillon. Mais
vous allez suivre cette vidéo-là, la vidéo que vous allez suivre là tout de suite. Cette vidéo montre que la presse française, que ce soit la presse en ligne ou la presse normale, comme la télévision, sont partis trop loin en faisant porter une veste qui ne convient pas à Fillon. Ils ont oublié. C'est-à-dire, Fillon est devenu comme un bébé, comme un petit enfant. Et la vidéo le montre. Libre expression. À travers Pénélope, on cherche à me casser. Moi, je n'ai peur de rien. J'ai le cuir solide. Si on veut m'attaquer, qu'on m'attaque droit dans les yeux, mais qu'on laisse ma femme en dehors de ce débat politique. Devant 15 000 témoins, je veux dire à Pénélope que je l'aime et que je ne pardonnerai jamais à ceux qui ont choisi de nous jeter au loup. C'était une erreur, c'était une erreur. C'était une erreur, c'était une erreur. Je le regrette profondément et je présente mes excuses aux Français. C'était une erreur, c'était une erreur. C'était une erreur, c'était une erreur. Je le regrette profondément et je présente mes excuses aux Français. Libre expression. Vous venez de suivre cette vidéo, alors, que diriez-vous? Non, je me dis, on peut penser à la liberté de la presse en Europe ou en France. Là, nos amis ont fait plus fort quand même. Mais mon frère Prestoni, la France a derrière les pays européens, les pays du monde. Aujourd'hui, tout bouge. L'insécurité totale. Attentats à Londres, attentats en Allemagne, attentats en Belgique, attentats en France, attentats en Afrique, attentats aux États-Unis. Les problèmes de sécurité sont les plus récurrents. À cela s'ajoute le chômage et les autres problèmes d'éducation et de santé. Un citoyen qui dit, voilà mon programme, je vais sortir mon pays de ce marasme. Je peux apporter ma pierre à l'édifice et tant soit peu, je peux résoudre ces problèmes. Mais, Prestoni, vous prenez tout ça, vous jetez en pâture parce que Madame Intel aurait eu tel salaire, parce que Madame Macron aurait été habillée. Donc, selon vous, permettez, selon vous, ces questions devraient attendre. Donc la justice ne devait pas faire son travail et devait attendre qu'on finisse la présidentielle. L'allure que ces questions. Mais tu sais que, Prestoni, la France a toujours ces casseroles. Avec les autres présidentielles, les machins n'ont pas fait la même chose. Cette présidentielle est exceptionnelle. Vous allez me dire que pendant que les Sarkozy étaient candidats, pendant que les Hollande étaient candidats, pendant que les Mitterrand étaient candidats, la France n'avait pas de casserole. Les gens avaient leur casserole. Mais les Français jouaient un autre jeu. Maintenant, là, ils ont sorti un jeu qui est dangereux pour leur pays. La motivation, c'est laquelle selon vous? Mais la motivation, c'est quoi? C'est que le pouvoir grandissant, les égoïsmes grandissent et chacun veut tout à la part du lion. Voyez-vous, la gauche est en train de ne pas vouloir perdre le pouvoir en embêtant la droite. Mais si Hollande avait encore les appétits du pouvoir, il aurait pu se positionner pour une seconde fois. La gauche, c'est pas Hollande. Mais parce qu'aujourd'hui, c'est tout le parti, c'est vrai, mais c'est lui qui incarne aujourd'hui la gauche parce qu'il est top président de la gauche. Mais quand il quitte, il ne dit pas que la droite prenne le pouvoir ou le Front National. Pour lui, en quittant, il faut que la gauche pérennise son pouvoir. Et pour que la gauche pérennise son pouvoir, attention, Fillon arrive avec un programme étonnant. Il faut casser Fillon. C'est une interprétation du journaliste, elle est subjective. Mais attention, toute subjectivité tient compte de la réalité sur le terrain. Ne pensez-vous pas que Fillon devait aussi avoir une équipe de contre-expertise pour qu'on essaie de vérifier réellement quelles sont les origines de ce problème? Je ne peux pas répondre à cela. Comment est-ce que Fillon, il est en train de se défendre tant bien que mal, d'une manière ou d'une autre. On a vu son grand meeting au Trocadéro, il a pensé que... Mais d'abord, il a dit, c'est moi qui suis élu par la primaire, je ne céderai la place à personne. Donc, M. Aziz Dominique Marseille encourage le comportement de M. Fillon qui a dissimulé un certain nombre d'informations pendant beaucoup de temps. En tout cas, la presse française a défendu certains opposants au Congo. Je ne sais pas s'ils les ont encouragés. Les commentaires que j'ai suivis à RFI sur certains hommes politiques qui sont incarcérés chez nous, ces commentaires, c'est un véritable soutien. Ils n'ont pas forcément, ce n'est pas pour les encourager. Je vous ai dit, ce soir, c'est la réponse du berger à la bergère. Merci M. Aziz Dominique de Marseille. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Télé Congo. Libre expression, idéal d'émancipation, baromètre d'évolution. Libre expression, du choc des idées, jaillit la lumière. Libre expression,
Cultivons le journalisme.